Bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui on va parler de la stratégie d'influence qu'a utilisé Secret. Donc pour ceux qui connaissent pas Secret, c'est la marque de beauté de Beyoncé. Et du coup, j'ai un peu mappé toute la stratégie qu'ils ont utilisée et on va aborder les points ensemble qui va au final se retrouver en trois grandes phases. Et à la fin, un petit cadeau pour vous donner un peu ce que c'est en fait de réussir une campagne sous cinq parties, 5 mots très forts qui vont vous permettre de valider si une campagne est réussite, d'influence ou non. Pour rentrer très rapidement dans la stratégie de Secret, alors j'ai mis un lancement qui casse les codes, mais en tout cas, il y a une réflexion derrière cette stratégie-là. Et surtout, quand on est une personnalité connue et qu'on lance une marque, forcément, on a envie d'avoir une réflexion parce qu'on a envie d'avoir un produit qui travaille sur le long terme. Donc, dans un premier temps, on va regarder un peu les chiffres qu'a généré Secret avec sa campagne. Donc, si j'enlève cette partie-là, on est sur 540 influenceurs activés, 22 millions d'engagements en un mois, une marque qui a écrasé Fenty et Sephora au classement beauté, et surtout donc une portée initiale boostée par Beyoncé. Mais c'est pas ça qui a fait leur génie, c'est vraiment une stratégie d'influence qu'aucune marque n'a osé. En tout cas, une stratégie d'influence qui a vraiment été pensée, très très bien réfléchie et réalisée. Et pour mettre un peu de contexte finalement sur tout ça, ça a été lancé en février avec un secteur saturé, dans le sens où il y a énormément d'acteurs sur le marché. Et on a Beyoncé qui est la fondatrice, qui a forcément une attention mondiale dès le premier jour où elle lancera cette marque-là. D'ailleurs, on va le revoir par la suite, mais sur la première campagne, Beyoncé, c'est 70% du VIT. Donc le score du vitalité vient d'elle. Ce que ça veut dire et ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que l'impact en fait de ces campagnes-là, à 78% en partie généré par Beyoncé. Si on enlève Beyoncé, ça enlève 78% de l'impact de la marque. Mais ce qui est totalement normal parce que c'est sa marque à elle et elle est célèbre pour autre chose, donc forcément que son impact il est démesuré par rapport à ce qu'ils ont mis en place. Et du coup, l'objectif, c'était vraiment de ne pas faire une marque de célébrité classique, c'était vraiment de créer une marque de beauté durable, crédible et communautaire. Et finalement, cette durabilité, cette crédibilité est surtout le plus important pour moi, surtout en 2025 sur l'influence, c'est la partie communautaire. On va voir qu'on les retrouve à travers du coup ces trois phases-là. Donc, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment Secret a dépassé l'effet célébrité pour créer une stratégie d'influence radicalement différente des autres marques qui ont été lancées par des personnalités connues. On va le voir en trois phases, une partie lancement et hype, une partie évolution de la stratégie d'influence et une partie expérience immersive et omnicanalité. Donc si on prend la première phase, lancement et hype, on va avoir trois verticales et on va se concentrer sur le premier événement en fait qu'ils ont lancé Secret. Donc là on voit un peu une photo de ce qui s'est passé pendant l'événement. Mais on a surtout un très bon assemblage entre un beau lieu et des créateurs de contenu qui ont été invités par la marque. Donc ça va forcément engranger de la création de contenu, des posts, un peu de viralité, pardon, un peu de hype. Donc les créateurs se sentent aussi un peu privilégiés de commencer à connaître en fait ce qui se passe derrière le début d'une marque. C'est aussi un bon moyen de venir les intégrer à travers le développement d'une marque et sentir que on est un peu là au début et qu'on a participé un peu à toute cette construction finalement de cette marque, même si elle a un gros impact de la part de Beyoncé. Mais l'idée de lancer ce premier événement, c'est déjà commencer à lancer un peu la machine, mais surtout d'avoir une ambiance un peu premium, d'installer aussi la marque sur ce qu'elle veut véhiculer à travers ses produits, à travers son image. Donc on a vraiment une ambiance premium avec une expérience un peu immersive qu'on va revoir dans la phase 3 et une couverture médiatique immédiate de par les créateurs de contenu qui vont forcément créer énormément de TikTok, enfin de posts Instagram, de vidéos Instagram, potentiellement des vlogs aussi sur YouTube, en tout cas du contenu social en temps réel qui va alimenter cette hype et de se dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la marque. On a envie d'en savoir plus, on a envie de découvrir aussi les produits, est-ce qu'il y a des produits aussi qui n'ont pas été lancés, est-ce qu'il y a des nouveautés. On a envie un peu de savoir, donc c'est vraiment faire monter un peu la sauce et c'est l'idée de cet événement un peu exclusif qui va renforcer déjà d'un point de vue, d'un premier point, les créateurs qui eux ont ce sentiment d'exclusivité et en même temps de par le contenu, la communauté elle a qu'une hâte, c'est que le suspense s'arrête et puis qu'on en sache un peu plus sur la marque. Donc l'objectif de tout ça, c'est hype plus storytelling de marque. Forcément, on vient directement créer quelque chose, raconter un peu une histoire de par la DA en fait de la marque, de par la DA de l'événement. On vient déjà installer la marque dans un contexte, dans une histoire avec de l'émotion. C'est ça qui est recherché avec ce premier événement. La deuxième partie, ça va être l'envoi des coffrets à des influenceurs. Donc ça, on va rentrer aussi un peu plus en détail dans la phase 2 là-dedans, mais en tout cas, ils se sont attaqués. C'est un peu la partie influence classique finalement de s'attaquer à plusieurs niches, la partie beauté, capillaire et lifestyle qui représentent, ou en tout cas dans ces niches-là, il y a des communautés qui représentent un peu les futurs clients en tout cas de Secret. Donc vrai travail là-dessus et un travail aussi sur les formats, donc des unboxings, des routines capillaires et des retours spontanés de la part des créatrices ou créateurs de contenu. Là, ce qui est intéressant aujourd'hui, surtout en 2025, c'est que des formats, c'est des choses qui vont continuer en fait d'être là en fait dans le temps.
Les formats, on va inventer des nouveaux formats, mais la partie unboxing ou enfin, raconter, des histoires, par rapport à notre routine, découvrir des produits, ça va toujours un peu rester là, mais l'idée, c'est de pousser un peu cette création-là de contenu et d'aller encore plus loin sur des unboxings, de raconter encore plus de choses, de divertir aussi sa communauté. Aujourd'hui, les formats, on peut continuer de les faire, mais les faire tels quels, on en a un peu marre de la part de la communauté et c'est pour ça que je disais que l'aspect communautaire est hyper important, c'est qu'aujourd'hui, on peut garder ces formats, par contre, il faut les pousser pour la communauté, pour divertir les personnes qui nous suivent et ça, c'est vraiment important et c'est ce qui fera la différence dans vos stratégies d'influence en 2025. Et la diversification, bien sûr, des créateurs. Alors, comme on disait, il y avait 540 créateurs qui ont été activés, mais essentiellement des micro-influenceurs entre 10 et 100 000 followers et des macros aussi entre 100 000 et 1 million de followers. L'objectif de tout ça, c'était d'avoir une certaine portée, forcément, pour énormément gagner en visibilité et aussi gagner en crédibilité auprès des micros, des macro-influenceurs. Alors, la crédibilité, elle se gagne de par les retours aussi spontanés de la part de la marque, mais aussi par toutes les vidéos, tout le packaging qu'il y a derrière, tous les produits qui ont été créés. Forcément, on se dit pas que c'est simplement un produit qui est lancé par Beyoncé pour essayer de générer vraiment encore plus d'argent. Il y a vraiment tout un univers en fait qui a été construit avec plusieurs produits, ce qui n'est pas forcément quelque chose de singulier à la base. Hein. Souvent, les personnes, elles lancent un seul produit et après, il y a une diversification. Donc là, vraiment, on vient jouer et aller chercher la crédibilité avec tout l'univers de la marque et aller cibler des micros, des macro-influenceurs qui, eux aussi, vont pouvoir, à travers leur communauté, avoir des retours hyper sincères et on peut se rattacher aussi à ça. C'est très dur de se rattacher à Beyoncé quand elle va parler de ses produits. C'est assez logique. Par contre, se rattacher à des micros ou des macro-influenceurs qui, en termes d'écart, on a l'impression qu'on est un peu comme eux, ou en tout cas, on est très proche. Et donc, du coup, ça rend crédible cette marque-là. Donc voilà pour la partie, la deuxième verticale. Et on se retrouve sur la troisième verticale, donc forcément le levier Beyoncé. Quoi qu'il arrive, ça reste sa marque. Donc c'est évident en fait que Beyoncé allait rentrer là-dedans et être un levier pour cette marque-là. Donc elle a utilisé forcément tous ses réseaux en simultané pour 366 millions d'abonnés cumulés et des dizaines de millions de vues. À partir du moment où Beyoncé, elle lance une story, elle lance une vidéo TikTok ou elle lance un live ou je ne sais quoi, c'est déjà des dizaines de millions de vues qui sont générées. Donc on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, elle a généré 78% du Brand Vitality Score de la marque. Donc vraiment, c'est elle qui a généré le plus gros impact. Mais c'est l'idée aussi de cette phase 1 de lancement et de hype. Donc on essaye de mettre tous les leviers qu'on a à notre disposition pour créer de la hype autour de ça. L'objectif, créer une explosion d'attention dès le jour 1. Asseoir aussi la marque dans l'univers beauté, commencer à rentrer en fait Secret dans cet univers-là et utiliser forcément la notoriété de Beyoncé pour générer de la preuve sociale. C'est ce que je disais un peu juste avant, mais l'utilisation aussi de Beyoncé, c'est aussi de montrer à travers l'image de la marque, à travers les coffrets, à travers tout ce qu'ils ont construit en fait en amont. C'est de montrer à quel point c'est un projet ambitieux et surtout c'est une volonté d'avoir cette marque-là sur le long terme et pas de lancer juste un produit pour bénéficier de la communauté qu'on a réussi à créer, même si on parle même plus d'une communauté tellement il y a des millions de personnes qui la suivent. Donc voilà pour la première phase vraiment de lancement et de hype. On a vraiment ces trois verticales-là et une fois qu'on a un peu cette première phase de lancement, de hype où du coup on a un peu une très forte phase de croissance, on arrive vraiment sur cette deuxième phase en fait d'évolution de cette stratégie d'influence où là on va voir en 5 étapes comment on commence à avancer un peu dans cette stratégie, comment on réfléchit un peu autrement et comment on se tourne un peu vers l'avenir finalement avec notre stratégie, comment on la fait évoluer. La première étape, c'est la sortie progressive du modèle célébrité. Ça, c'est hyper important pour la marque, c'est-à-dire d'aller chercher d'aller baisser le VIT, d'éviter que Secret devienne une énième celebrity brand et transitionner vers des créateurs de confiance dans leur niche. Ça, c'est hyper important. La marque, forcément, au départ, elle utilise Beyoncé pour aller générer de la viralité. Mais derrière, l'objectif, c'est que Beyoncé soit pas que porteuse finalement de cette viralité-là et que la marque devienne aussi, que Secret devienne également influent de par son nom de marque, de par sa brand et pas juste parce que c'est la marque de Beyoncé. D'ailleurs, il faut que Secret devienne Secret et pas la marque de beauté de Beyoncé. Il y a vraiment un décalage entre les deux, donc c'est ce qu'ils vont chercher à faire. Donc sortie progressive de ce modèle-là. Éviter d'être une celebrity brand, c'est assez aussi évident dans le sens où on crée pas forcément de partie long terme en fait sur une celebrity brand. C'est beaucoup de hype, beaucoup de viralité très forte à un moment donné et ça s'estompe et c'est pas du tout l'objectif de la marque. Donc l'idée c'est vraiment de sortir de ça et d'aller construire une vraie marque de beauté qui va être là sur le long terme et transitionner vers des créateurs de confiance dans leur niche. Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. L'étape 2, ça va être la spécialisation des créateurs et des ambassadeurs. En tout cas, on va essayer de
de créer des ambassadeurs. Donc là, l'activation de coiffeurs professionnels, les partenariats avec des stylistes capillaires, des créateurs beauté, des experts du cheveu texturé et un ancrage local avec des influenceurs. Là, l'objectif, c'est qu'en fait, la marque, déjà, elle se retrouve aussi un peu partout, mais qu'elle soit validée aussi par des experts, par des professionnels en fait de ce milieu-là, et qu'on puisse forcément avoir aussi un peu plus de sécurité par rapport à ces produits-là. Évidemment, on pourrait se laisser tenter de dire que quand une personne comme Beyoncé qui lance une marque, étant donné qu'elle sait très bien qu'elle va générer énormément de chiffres parce que c'est sa marque, on pourrait mettre un peu moins d'accent sur la qualité des produits. C'est ce que les gens pourraient finalement penser, mais elle a pris un peu le contre-pied de ça, hein. Elle a été à l'inverse, c'est-à-dire qu'elle a vraiment un produit hyper spécifique qui a été travaillé en amont, et donc du coup, forcément, on va essayer d'activer des créateurs de contenu experts ou alors des coiffeurs pro, mais de générer des partenariats avec des personnes qui savent de quoi ils parlent et qui peuvent vraiment juger le produit non pas par ses qualités marketing, mais vraiment le produit en tant que tel, ce qu'il contient et à quel point c'est bon pour les cheveux ou non, ou en tout cas que ça engage rien d'autre de négatif. Et un ancrage local forcément avec les influenceurs, l'idée c'est de se retrouver la marque, enfin, que la marque elle se retrouve un peu proche finalement de toutes ces personnes-là et qu'on n'ait pas cet écart avec Beyoncé et cette grosse marque, mais vraiment qu'on s'y retrouve à travers cette marque-là, donc vraiment créer des ambassadeurs. Les ambassadeurs, on les retrouve aussi juste ici, avec la partie 3, des contenus UGC et de la co-création. Donc là, on a un espèce d'hashtag viral qui est un peu parti avec My Hair Story, mais c'est vraiment un truc qui a été travaillé, avec des récits personnels partagés par la communauté, des appels à témoignages, des clientes qui deviennent créatrices de contenu actifs et pas juste des consommatrices. Là, vraiment, on vient intégrer en fait les personnes, on vient un peu faire de la gamification finalement, que les personnes utilisent la marque, la recommandent. C'est un peu la naissance du bouche à oreille, et on vient travailler le bouche à oreille de cette manière-là, en poussant la communauté finalement à être dans l'action, à rentrer un peu dans cette étape-là, et de co-création avec la marque. On a l'impression qu'on se sent un peu privilégié de travailler avec cette marque-là, de diffuser un peu ce contenu-là. Et ça va être hyper important à la fois pour la marque, mais aussi pour la communauté, parce que c'est ce qui te rend unique quand tu utilises du Secret, et c'est vraiment la volonté qui est recherchée derrière ça. Donc vraiment les contenus UGC, co-création, hyper important. Et c'est comme ça que des clientes aussi deviennent des ambassadrices, et c'est comme ça qu'on a une grosse implantation en fait du bouche à oreille dans le monde, vu que c'est une volonté d'être une marque mondiale. L'étape 4, la nouvelle campagne type storytelling. Alors quand je dis type storytelling, l'idée c'est vraiment de raconter ce qu'il y a derrière cette marque-là, pourquoi cette marque-là elle arrive, est-ce que c'est anodin de créer une marque de beauté, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient d'un aspect plus profond finalement. Et du coup ils ont créé un format documentaire réalisé par Wyden et qui est plus Kennedy, un lien du coup avec l'histoire personnelle de Beyoncé, les enfances dans le salon de sa mère, etc. Et du coup l'objectif c'est vraiment de passer à un marketing, enfin passer du marketing au mouvement et de créer une connexion culturelle et émotionnelle. Là, les personnes qui utilisent du Secret, c'est des personnes qui ont été aussi touchées émotionnellement par cette histoire-là, de voir à quel point Beyoncé, en fait, elle a baigné un peu tout ça là-dedans, qu'il y a eu potentiellement des problèmes, un peu le voyage du héros, hein, une structure storytelling hyper connue, mais que on a un personnage principal qui rencontre finalement un ennemi, qui a plus ou moins plein de galères et qui finit par trouver une solution, qui cherche quelque chose pour contrer ça. Donc l'idée, en fait, c'est de vraiment aller avoir une connexion émotionnelle avec les personnes qui vont avoir les futures clientes, et que ce soit vraiment important de mettre du Secret, et qu'on se retrouve aussi là-dedans, de se dire je suis hyper content de mettre du Secret parce qu'il y a une histoire derrière et parce qu'il se passe quelque chose, il y a une connexion culturelle et émotionnelle là-dedans. L'étape 5, ça va être le positionnement. C'est vraiment un peu la dernière étape du funnel, dans le sens où on a testé énormément de choses, on a récolté pas mal de data, et l'idée c'est de se restructurer, d'avoir un peu une vision claire sur où on va, pour qui on va, et comment on va le faire, et tracer un peu un chemin. Donc c'est ce qu'ils ont aussi essayé de faire avec la célébration de toutes les textures, âge et origine, donc il n'y a pas forcément de normes beauté qui sont imposées là-dessus. Un message très clair, les cheveux racontent une histoire, et l'influence finalement ça devient un outil d'acceptation de soi et de construction identitaire. Et donc du coup ils vont aller un peu dans ce sens-là. De part, cette étape-là, elle arrive parce qu'ils ont pu tester énormément de choses, et ils ont eu pas mal de retours aussi derrière, ce qui permet de réduire et de se concentrer sur la verticale qui convient. Donc ça, c'est vraiment la partie 2 en 5 étapes de l'évolution de sa stratégie d'influence. On voit qu'on est un peu à une étape différente du process, et on arrive sur la dernière étape avec une expérience immersive et une omnicanalité, avec un système d'activation qui se fait en 3 phases. Enfin, en 3 phases, pas forcément l'une après l'autre, mais en tout cas, l'activation, elle est sous 3 verticales. Une première immersive, où là, on vient vraiment rentrer dans cette expérience physique, avec du coup un roadshow immersif qui est aligné à la tournée Cowboy Carter de Beyoncé. Donc comme je disais, ils ont suivi cette tournée-là dans plusieurs villes aux États-Unis, et à chaque étape, il y avait un événement local, avec des créateurs, des influenceurs locaux, qui permet forcément de créer un lien déjà entre les créateurs et les influenceurs qui ont envie d'en parler parce qu'ils sont invités, parce que c'est spécial, parce que y a cette dimension-là.
Et en même temps, d'un point de vue local, c'est de renforcer aussi cette communauté, cette connexion avec ces personnes-là dans un événement qui est dédié à cet environnement-là. Des contenus créés sur place, donc forcément ça amène à du contenu qui va être créé, qui va être partagé sur les réseaux, des UGC authentiques, un ancrage vraiment communautaire. Et un truc qui est hyper important dans cette partie immersive, c'est qu'on va pouvoir découvrir des produits avec des démos en live, des rituels capillaires et une activation émotionnelle qui va être réelle et en live potentiellement. Donc hyper important d'avoir cette notion immersive. On arrive après derrière sur cette partie intégration, chez Ulta Beauty, donc 1400 salons en physique. Donc là, on commence à rentrer un peu dans cette stratégie du phygital. On a énormément de physique qui commence à se mettre, des corners secrets, des stations de rituels capillaires. L'objectif là, vraiment, c'est d'aller chercher aussi toutes les personnes qui n'ont pas forcément trop confiance à ces produits en ligne et de pouvoir tester aussi le produit, de pouvoir se rendre compte de la réalité en fait de tout ça, avec des démos produits en live dans les coiffeurs qui deviennent des ambassadeurs de la marque. Coiffure plus soin, des expériences physiques un peu premium. On vient aussi jouer sur l'expérience et l'identité de la marque. Elle se veut ultra premium. Forcément, derrière, on a aussi des expériences qui vont être ultra premium, ultra détente, et ça vient renforcer aussi ce côté de c'est une marque très sérieuse, de par l'expérience que j'ai eue avec elle dans les salons, mais en même temps de par ce qu'elle véhicule avec son marketing, et de la mise en scène haut de gamme, cohérente avec les visuels des campagnes. On a vraiment une cohérence à travers tout ça, que ce soit en physique ou en ligne, avec cette dimension un peu haut de gamme et cette ambiance vraiment très, très premium. Derrière, on a la partie retail et magasin, QR code, preuve clinique en magasin. Ça fait aussi partie d'une stratégie d'influence de venir mettre en place ces parties-là. Des QR codes scannables en salon avec des accès immédiats aux preuves scientifiques, une technologie brevetée, des tests cliniques, etc. L'objectif, c'est de renforcer déjà dans un premier temps la confiance pour un nouveau produit, mais surtout d'aller chercher de la crédibilité. Alors, crédibilité scientifique, mais d'aller chercher de la crédibilité au sens large. Généralement, pour ce genre de produit, on a besoin de savoir si c'est à la fois bon pour les cheveux, pour sa fonction principale, mais en même temps, s'il n'y a pas des autres éléments négatifs qui peuvent affecter le corps, que ce soit le visage avec les retombées du shampoing, que ce soit ce que ça peut donner sur la peau, etc. Et même à l'intérieur du cuir chevelu. En tout cas, c'est des questions que la communauté peut avoir, et le fait d'allier aussi ces preuves scientifiques-là en magasin, où les personnes ont beaucoup plus confiance à ce qui se passe en magasin, ça vient renforcer cette crédibilité et cette confiance-là. Et d'ailleurs, on le sait, c'est un truc qui est plus ou moins validé inconsciemment par les gens, mais les produits qui sont en magasin lève un peu tous les doutes pas sur la qualité des produits, mais sur la qualité de la marque et sur l'implantation de la marque. On n'aura jamais de produits en magasin de marque issue de dropshipping, c'est littéralement impossible. Donc ça vient aussi renforcer cette image un peu premium d'une marque qui veut se développer dans les magasins et qui veut avoir aussi cette influence-là. Ces trois parties-là, l'objectif, c'est d'avoir une partie multicanal avec une activation dans un premier temps digitale, avec les deux phases qu'on a vues juste avant, et après une implantation physique. Donc ils ont utilisé Instagram, TikTok, YouTube, le retail en magasin, enfin le retail et magasin et les événements. C'est vraiment le cœur de leur stratégie. Donc là, si je dézoome un tout petit peu, ça se fait en 3 phases. Ça se fait en 3 phases. Pour moi, c'est hyper important d'avoir ces 3 phases-là un peu dans cet ordre-là. Même si parfois il y a des marques ou des boîtes qui ont déjà cette partie physique, parce que ça fait partie du cœur de leur produit. Et derrière, ils viennent implanter une stratégie d'influence un peu digitale, ou une stratégie d'influence qui va permettre d'aller pousser cette rencontre avec les produits en physique. Donc c'est vraiment 3 phases sur lesquelles on peut s'inspirer avec ces étapes-là, mais on voit vraiment plus ou moins le développement de la marque. Et du coup, pour finir, ce petit cadeau, mais réussir une campagne, finalement, c'est une histoire à raconter, une communauté à activer, une preuve à montrer et une expérience à faire vivre. C'est un peu bateau quand on voit ces choses-là, mais c'est clairement ce qu'on retrouve en fait juste au-dessus dans le détail. Vraiment une histoire à raconter avec les événements qui sont commencés à faire, une communauté à activer avec un programme un peu ambassadeur, et également faire participer la communauté pour qu'elle se sente impliquée dans le développement de la marque. Une preuve à montrer, on le voit avec tous les magasins, toutes les échantillons, tout ce qui peut être fait pour essayer le produit d'une manière un peu gratuite et avoir déjà des très bons retours, et des expériences à faire vivre, que ce soit côté créateur avec ces événements-là, mais aussi côté communauté, à travers toute l'expérience qu'on peut vivre en salon, tous les events auxquels on peut participer. Donc vraiment une campagne réussie, c'est toutes ces choses-là, sachant qu'une expérience à faire vivre, c'est pas forcément qu'en physique, ça peut être aussi via des concours hyper intéressants, ça peut être aussi via des QR codes qui sont un peu cachés dans tous les sens, qu'on a une espèce de chasse au trésor. En tout cas, c'est pas obligé d'être un événement particulier, mais voilà, une campagne, c'est vraiment ces 4 choses réunies, et à partir du moment où on réunit ces 4 choses-là, on peut estimer qu'on a une campagne réussie, et en tout cas qui va fonctionner.
je le rappelle, qui va fonctionner pour aller chercher de la visibilité, pour aller gagner aussi, aller diffuser un message auprès des créateurs de contenu qui, eux, ont une manière de discuter avec leur communauté et de leur adresser des messages. C'est vraiment diffuser le message d'une marque par le biais d'une autre personne. J'entends beaucoup de marques qui veulent beaucoup de conversions via des campagnes d'influence, mais les retombées, elles sont pas forcément toujours immédiates. L'objectif, c'est vraiment de se retrouver dans la tête du prospect pour que quand le besoin se présente, quand l'argent arrive, le salaire arrive, et qu'on ait envie de passer à l'action, qu'on soit en fait dans la tête de ces personnes-là et qu'à ce moment-là, on pense à nous. Ces campagnes d'influence, c'est vraiment d'aller chercher ça. C'est pas forcément d'aller chercher de la conversion tout de suite, immédiatement, à l'instant T, et de créer vraiment de la FOMO pour ça, parce qu'il y a énormément de personnes où c'est jamais trop le moment. Donc une campagne d'influence, ça se mesure pas dans le mois juste après, mais c'est vraiment une stratégie long terme d'une boîte qui va payer avec ses efforts sur le futur. Et on le voit avec énormément de cas qui sont pertinents et qui ont fonctionné. C'est le cas de Secret. Donc voilà, pour la stratégie de Secret. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser d'avoir ce mind map là, auquel cas vous pourrez me le dire directement dans les commentaires. Et sinon, si vous avez kiffé cette vidéo-là et que vous avez appris des choses sur cette stratégie-là et que vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à cette chaîne-là et me dire potentiellement en commentaire si vous voulez que j'analyse aussi d'autres marques, d'autres stratégies d'influence qui peuvent être intéressantes. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.